Monsieur le Président de la Mr. President of the Republic, my dear friends, first of all, I wish to thank you all for being here at a time which I believe can be described as truly historic. President, sir, it is a great honor and a true pleasure for me to welcome you to this first e-forum before the very first e-forum before a G8 summit. In a few moments, you will officially inaugurate this forum, which you took the initiative of convening. You wanted internet to be a subject of discussion at the G8, which is meeting in 2 days' time in Deauville under your presidency. You wanted the internet players, all those who are part and parcel of the internet adventure, to be able to discuss openly these issues and bring them to the attention of the G8 leaders. In other words, you wanted this forum to be a mirror image of the way in which internet functions, in other words, open, participative, and, in a word, free. That, rest assured, will be the case. I was especially touched by the fact that you have asked me to organize this forum, and I am extremely proud to see who is in the room today. Despite a very heavy program and tight schedule, virtually anyone who is anyone in the internet world is here and wanted to be here at your invitation, and I think I can say that we have all understood the importance of what is at stake. I will take up no more time, and I will certainly not take the risk. En ne le citant pas. C'est plus de 1500 personnes qui se sont inscrites pour participer au débat. Permettez-moi de souligner que sont aujourd'hui réunies toutes les composantes de l'écosystème numérique dans toute sa diversité et toutes ses dimensions. Les infrastructures, les constructeurs d'ordinateurs ou de serveurs, logiciels, télécommunications, moteurs de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, contenu, start-up d'hier et start-up de demain. Tous sont présents, même des publicitaires, aux côtés de représentants du monde universitaire et de la société civile pour discuter de l'avenir du numérique, de son impact sur nos économies et nos sociétés. Bien que beaucoup de forums autour du numérique se soient déjà tenus, aucun à ce jour, et sans votre initiative, n'était destiné à nourrir la réflexion des chefs d'État. Je crois donc pouvoir dire, sans l'exagération habituelle des publicitaires, que ce forum est historique. Historique en premier lieu parce que dans 2 jours, à Deauville, se tient un sommet où les chefs d'État et de gouvernement des 8 principaux pays industrialisés discuteront sous votre présidence et à votre instigation des problématiques spécifiques à l'écosystème Internet qui se développe à une vitesse jamais observée dans l'histoire humaine. Historique ensuite parce que ce secteur est un phénomène mondial. Près de 2 milliards de personnes sont connectées à Internet, un habitant sur 3. Près de 4 milliards ont un téléphone portable, les 2 tiers de la planète. Et Monsieur le Président, vous le savez bien, plus que toute autre industrie, le numérique abolit les frontières, efface les différences et crée une nouvelle donne qui n'épargne aucune sphère, la connaissance, la technologie, l'information, la création, l'innovation, la relation, l'échange, le commerce, l'économie, la communication. Bref, la vie. Enfin, ce qui rend ces 2 journées si particulières, c'est l'existence même de ce forum. C'est la parole donnée aux acteurs économiques et sociaux du secteur, aux créateurs de contenu, aux puissantes plateformes ou tout simplement sociétés proches de l'innovation, aux inventeurs, aux grandes sociétés comme aux tout petits acteurs, aux initiateurs de tendances, aux citoyens blogueurs ou entrepreneurs débutants, ou tout simplement aux vigiles de ce bien commun qu'est Internet. À eux de débattre librement, d'échanger, de dresser des constats et de proposer des idées. Redoutable honneur dont ils sauront, j'en suis sûr, se montrer dignes. Un moment historique, responsabilité historique.
Car bien sûr, il serait facile d'utiliser cette occasion pour se contenter d'asséner quelques grandes vérités et de dérouler des clichés. Les vraies questions qui se posent, celles sur lesquelles nous devons nous pencher, c'est comment Internet va-t-il contribuer à plus de création de richesses, de croissance, d'emplois, de liberté? Comment aller plus loin? Comment aussi être plus respectueux des autres, de leur création, de leur vie privée? Comment assurer un bon équilibre dans le partage de la valeur? Comment être à la fois libre des contraintes et responsable? Nous avons organisé des tables rondes et des ateliers pour débattre avec les acteurs les plus pertinents du monde entier et tous les participants pour tenter de trouver des pistes de réflexion autour des questions que nous nous posons tous. Si nous voulons que ce forum soit une réussite, nous devons impérativement nous poser ces questions de façon sincère et imaginer avec un esprit de responsabilité les pistes et les solutions capables de vous apporter, Monsieur le Président, à vous et aux chefs d'État du G8, quelques éléments de réflexion et le point de vue des acteurs. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup de pain sur la planche pour faire de ce forum une réussite. Bien sûr, tout ne sera pas résolu en 2 jours, loin de là. Mais je suis convaincu que nous avons là une opportunité historique de faire avancer Internet. Monsieur le Président, mes chers amis, il y a une citation bien connue d'Albert Einstein que j'aime beaucoup. L'imagination est plus importante que la connaissance. Et à coup sûr, Einstein aurait adoré Internet. C'est tout à la fois le fruit de l'imagination des hommes et simultanément le lieu de partage de la connaissance, accessible à toute l'humanité. Tous ici, nous avons un certain savoir sur Internet. Mais à présent, il va nous falloir mobiliser notre imagination pour entrevoir collectivement comment Internet se développera dans le monde de demain. Je vous remercie tous et sans plus attendre, et en m'excusant d'avoir été aussi long, je cède la parole à Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française et président du G8 pour l'ouverture de ce forum EG8. À la fin de son exposé, le président a accepté de répondre à quelques questions. Merci. Mesdames et messieurs, l'histoire se souvient toujours de ces lieux vers lesquels, à un moment donné, toutes les forces créatives d'une époque semblent vouloir converger. Aussi, c'est en formant les vœux que Paris devienne pour quelques jours la capitale de l'Internet que j'ai souhaité vous réunir à la veille du G8. Ce moment est important car c'est à ma connaissance la première fois que l'ensemble de ceux qui ont contribué par leur talent à changer le monde, je devrais dire à nous faire changer de monde, sont réunis en un seul et même lieu. La France et le G8 ont en effet l'honneur d'accueillir des femmes et des hommes dont le nom est aujourd'hui attaché à l'émergence d'une nouvelle forme de civilisation. Si nous savons nous écouter, nous parler, nous entendre, j'ai l'intime conviction que nous sommes en mesure de donner à ce G8 une dimension historique, de permettre à notre époque de prendre pleinement conscience d'elle-même et de dépasser de formidables aventures individuelles pour entrer de plain-pied dans l'histoire collective. Notre monde avait déjà connu 2 mondialisations. De la première, celle des grandes découvertes, nous avons hérité un monde achevé, un monde dont Magellan pouvait faire le tour, un monde que l'on pouvait explorer et cartographier. De la seconde, celle des révolutions industrielles, nous avons hérité un espace non seulement achevé mais domestiqué, asservi même parfois. Eh bien, avec la 3e mondialisation, celle dont vous êtes tout à la fois les acteurs et les promoteurs, vous avez changé la perception que le monde se fait de lui-même. Vous avez changé la notion d'espace, car Internet non seulement abolit la distance qui sépare les hommes, mais il ouvre un monde virtuel qui est par définition sans limite.
Un monde où chacun peut entrer en contact avec l'autre. Un monde où chacun peut construire son propre territoire, sa propre communauté, voire sa propre société. Vous avez changé la notion du temps en abolissant la notion même de durée au profit d'une immédiateté qui donne à chacun la possibilité d'accéder instantanément à l'autre, à l'information et, pour tout dire, au champ des possibles. Vous avez changé jusqu'à la perception de l'histoire, car même s'il est parfois contestable dans sa méthode comme dans ses effets, la transparence s'est imposée aux États eux-mêmes. Vous avez changé la relation aux choses et aux objets par le seul phénomène de la dématérialisation. Vous avez changé la notion même de connaissance en offrant à chacun la possibilité d'accéder à tout le savoir, non seulement d'y accéder, mais d'y contribuer. Le rêve d'une bibliothèque universelle qui recueillerait tous les savoirs du monde, ce rêve vieux comme l'Antiquité, c'est aujourd'hui une réalité pour des millions d'internautes. En quelques années, vous avez bouleversé les fondements même de l'économie mondiale dont vous êtes devenus des acteurs majeurs. Vous avez changé le monde. Pour moi, vous avez changé le monde au même titre que Colomb et Galilée. Vous avez changé le monde au même titre que Newton et Edison. Vous avez changé le monde avec l'imagination de l'inventeur et l'audace de l'entrepreneur. Chose unique dans l'histoire, unique, cette révolution totale est immédiatement et irrémédiablement globale. Chose unique dans l'histoire, cette révolution n'appartient à personne. Elle n'a pas de drapeau, elle n'a pas de slogan. Cette révolution est un bien commun. Chose unique dans l'histoire, cette révolution s'est faite sans violence. La découverte du Nouveau Monde avait entraîné l'anéantissement des civilisations amérindiennes. La révolution mondiale que vous incarnez a été pacifique. Elle n'est pas née sur des champs de bataille, mais sur des campus universitaires. Elle a surgi de la combinaison miraculeuse de la science et de la culture, de la volonté de connaître et de la volonté de transmettre. Alors la mythologie propre à la naissance de votre secteur voudrait que Google ait été créé dans un garage. Je retiens surtout que Google est né dans une bibliothèque universitaire. L'imaginaire d'Hollywood voudrait que Facebook soit né d'un dépit amoureux. On en souhaite beaucoup comme ça. Je retiens surtout que Facebook est né au sein d'un campus universitaire de très haut niveau. Cette révolution qui a modifié jusqu'à notre perception du temps et de l'espace a joué un rôle déterminant dans le déroulement d'autres révolutions. En Tunisie, en Égypte, de simples individus ont pu faire vaciller un pouvoir qui s'était totalement déconsidéré en construisant des barricades virtuelles et des rassemblements bien réels. Les peuples des pays arabes ont ainsi montré au monde qu'Internet n'appartenait pas aux États, et l'opinion internationale a pu ainsi constater qu'Internet était devenu, pour la liberté d'expression, un vecteur d'une puissance inédite. Alors, comme toute révolution, la révolution technologique et culturelle que vous avez engagée est porteuse d'une promesse immense, une promesse aux dimensions du progrès considérable que vous incarnez. Cette révolution est arrivée au premier stade de sa maturité. Elle ne doit pas oublier la promesse des origines. Si vous avez conçu les outils qui sont aujourd'hui les vôtres, c'est parce que vous rêviez d'un monde plus ouvert. Si vous avez construit les réseaux sociaux qui réunissent aujourd'hui des millions de femmes et d'hommes, c'est parce que vous rêviez d'un monde plus fraternel. Et si vous avez donné une réalité à l'utopie, c'est parce que vous aviez foi en l'homme et en son avenir. Si vous avez rencontré aussi vite un succès planétaire, c'est parce que cette promesse fait référence
à des valeurs universelles. Votre action doit donc se lire à l'échelle de l'histoire et s'inscrire dans une dynamique de civilisation. De là, votre niveau de responsabilité, car vous avez une responsabilité. Notre responsabilité à nous, chefs d'État et de gouvernement, n'est pas moindre. Nous devons accompagner une révolution qui est née au cœur de la société civile, pour la société civile, et qui a un impact direct sur la vie des États. Car si la technologie est neutre et doit le rester, on voit bien que les usages d'Internet ne le sont pas. Aujourd'hui, penser l'Internet relève d'une véritable responsabilité historique, et cette responsabilité ne peut être qu'une responsabilité partagée entre vous et nous. Il s'agit pour les États du G8, parmi les plus puissants du monde, de reconnaître le rôle qui est désormais le vôtre dans la marche de l'histoire. Nous voulons entendre votre expertise. Nous avons des choses à apprendre. Nous avons des choses à comprendre. De la même façon que les individus et les entreprises, les États n'ont pas l'intention de rater l'opportunité du progrès auquel vous avez donné naissance et que vous incarnez. Comment utiliser Internet pour renforcer la démocratie, le dialogue social, la solidarité? Comment utiliser l'Internet pour améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'État? Comment insuffler dans l'État cet esprit d'innovation et d'entreprise caractéristique de votre secteur? Il s'agissait aussi pour les États que nous représentons de signifier que l'univers que vous représentez n'est pas un univers parallèle, affranchi des règles de droit, affranchi de la morale, et plus généralement de tous les principes fondamentaux qui gouvernent la vie sociale dans les pays démocratiques. Dès lors qu'Internet fait aujourd'hui partie intégrante de la vie du plus grand nombre, ce serait une contradiction que d'écarter les gouvernements de cet immense forum. Personne ne peut ni ne doit oublier que les gouvernements sont, dans nos démocraties, les représentants légitimes de la volonté générale. L'oublier, c'est prendre le risque du chaos démocratique et donc de l'anarchie. L'oublier, ce serait confondre populisme avec la démocratie d'opinion. La juxtaposition de volonté individuelle n'a jamais fait une volonté générale. L'amalgame des seules aspirations individuelles ne suffit pas à faire un contrat social. Les États et les gouvernements ont l'expérience de l'histoire, et je voudrais vous parler au nom du pays qui a forgé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, mesdames et messieurs, soyez fidèles à la promesse de la révolution que vous avez lancée. Le marché a ses propres mécanismes de régulation, mais aucun échange n'est réellement libre si les termes de cet échange sont inéquitables. Ne laissez pas construire de nouvelles barrières là où vous avez fait tomber les vieux murs de l'ancien monde. Ne laissez pas s'installer de nouveaux monopoles là où vous avez renversé des situations acquises qui paraissaient inébranlables. En donnant à chaque individu, où qu'il soit et d'où qu'il parle, la possibilité d'être entendu par tous et en tout lieu, vous avez donné à chaque citoyen du monde un droit d'expression qui n'a jamais connu d'équivalent dans l'histoire. Ce progrès fantastique des pouvoirs de l'individu ne peut pas avoir été gagné aux dépens des droits de l'autre. Ne laissez pas la révolution que vous avez lancée porter atteinte aux droits élémentaires de chacun à une vie privée, à une pleine autonomie. La transparence totale, celle qui ne laisse jamais l'homme en repos, se heurte tôt ou tard au principe même de la liberté individuelle. N'oubliez pas que derrière l'internaute anonyme, il y a un citoyen bien réel qui évolue dans une société, une culture, une nation organisée à laquelle il appartient et aux lois de laquelle il adhère. N'oubliez pas que c'est dans l'engagement de vos entreprises à contribuer équitablement aux écosystèmes nationaux que sera appréciée la sincérité de votre promesse. Ne laissez pas la technologie que vous avez forgée porter atteinte aux droits élémentaires des enfants
à vivre protégés des turpitudes de certains adultes. Ne laissez pas la révolution que vous avez lancée véhiculer le mal sans entrave ni retenue. Ne la laissez pas, cette révolution, devenir un instrument aux mains de ceux qui veulent porter atteinte à notre sécurité et donc à notre liberté et à notre intégrité. Vous avez permis à chacun, par la seule magie du web, d'accéder d'un simple clic à toutes les richesses culturelles du monde. Il serait vraiment paradoxal que le web contribue à terme à les assucer. Cette immense richesse culturelle qui fait l'éclat de nos civilisations, nous la devons à la puissance créative des artistes, des auteurs, des penseurs. En un mot, nous la devons à ceux qui travaillent à l'enchantement du monde. Pourtant, cette puissance de création est fragile, car si les esprits créatifs sont spoliés du fruit de leur talent, ils ne sont pas simplement ruinés. Plus grave, ils perdent leur autonomie et ils seront contraints de mettre leur liberté en gage. Je vous le dis en pensant à un homme, un Français, mort il y a plus de 2 siècles, qui avec une seule pièce de théâtre a fait vaciller une monarchie presque millénaire, un homme aussi qui, avec Lafayette, fut l'un des premiers défenseurs de l'indépendance américaine. Cet homme, il vous ressemble, car parti de rien et n'ayant que son intelligence pour tout bagage, il a renversé un ordre que l'on croyait immuable et éternel. Cet homme, c'est Beaumarchais. Ce même homme a inventé le principe du droit d'auteur. Il a alors fait mieux que de donner aux créateurs les droits de propriété de leurs œuvres. Il leur a garanti l'indépendance. Il leur a offert la liberté. Je sais et j'entends bien que notre conception française du droit d'auteur n'est pas la même qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je veux simplement dire notre attachement à des principes universels, ceux que proclame aussi bien la Constitution américaine que la Déclaration des droits de l'homme. Personne ne doit pouvoir être impunément exproprié du produit de ses idées, de son travail, de son imagination, de sa propriété intellectuelle. Ce que j'exprime ici, chacun de vous doit pouvoir l'entendre, car avant d'être des entrepreneurs, vous êtes des créateurs. Et c'est en vertu de ce droit de créateur que vous avez pu fonder des entreprises qui sont pour certaines aujourd'hui devenues des empires. Ces algorithmes qui font votre puissance, cette innovation permanente qui fait votre force, cette technologie qui change le monde sont votre propriété et personne ne le conteste. Chacun de vous, chacun de nous peut donc comprendre que l'écrivain, le réalisateur, le musicien, l'interprète puissent avoir les mêmes droits. Ce droit des créateurs à pouvoir recevoir la juste rétribution de leurs idées, de leurs talents, vaut aussi pour chacun des États que nous représentons. Les États investissent dans la formation de ceux qui rejoignent vos entreprises. Les États investissent dans les infrastructures techniques qui permettent ensuite le transport des services et des contenus qui circulent sur le web. Eh bien, les États souhaitent engager avec vous un dialogue pour qu'une voie équilibrée puisse un jour être trouvée entre vos intérêts, ceux des internautes qui vous plébiscitent chaque jour, et ceux des citoyens et des contribuables de chaque nation qui ont aussi des droits. Nous sortons d'une crise terrible, fruit de l'aveuglement de puissances financières qui ont perdu de vue l'essentiel pour tout sacrifier à l'argent. Des puissances qui ont voulu s'affranchir du regard des peuples, des puissances qui ont voulu échapper au dialogue avec les gouvernements élus qui portent l'intérêt général. C'est donc simplement un appel à la responsabilité collective que je lance ici, un appel à la responsabilité et donc un appel à la raison. Nous croyons aux mêmes valeurs. Je suis convaincu qu'un chemin est possible, un chemin qui puisse permettre au monde que vous avez créé et au monde dont nous sommes les héritiers de marcher côte à côte dans l'intérêt général d'un monde devenu global, en grande partie grâce à vous. Alors entamons ce dialogue indispensable
ouvrons et construisons ce nouveau forum. Je vous remercie parce que quand j'ai eu l'idée de ce forum, au début, tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée. Sauf Maurice Lévy quand je lui ai proposé d'en être l'organisateur. D'abord mes collègues chefs d'État et de gouvernement qui m'ont dit, encore une fois, tu prends trop de risques. Moi, je pense que le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. Que le pire risque, c'est celui de ne pas se parler. Et moi, je pense qu'on ne prend jamais de risque quand on en appelle à l'intelligence des gens. Celui du monde qui est le vôtre, qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec les chefs d'État et de gouvernement? Eh bien, je pense qu'on a beaucoup à faire ensemble. Et je serai très heureux jeudi qu'une délégation d'entre vous puisse dialoguer avec mes collègues chefs d'État et de gouvernement. Nous avons besoin de ce dialogue. Nous avons besoin de comprendre vos attentes, vos aspirations, vos besoins. Et vous avez besoin d'entendre nos limites, nos lignes rouges, les problèmes dont nous sommes porteurs au nom de l'intérêt général de nos sociétés. C'est vous dire combien je suis heureux de vous recevoir à Paris et combien je serais encore plus heureux si ce forum pouvait se tenir chaque année avant le G8 pour que nous sachions bien, nous, où vous vous trouvez et pour que vous sachiez, vous, ce que nous pensons. Je vous remercie. Monsieur le Président, pari tenu, hein, vous avez dit pourquoi pas chaque année avant le G8. En tous les cas, en ce qui me concerne, moi je suis prêt à relever le défi et j'espère que mes amis me suivront. Si vous voulez bien, nous allons passer à une petite session de questions-réponses et je vais peut-être commencer par une question qui ressort un peu de tout ce que nous avons vu sur le net depuis 3 semaines. Et que ce soit les blogueurs, les Twitter, etc., les Facebookers se sont exprimés. Et grosso modo, ce qu'ils disent, c'est la chose suivante. C'est vous avez souhaité qu'il y ait une discussion autour d'Internet au niveau du G8 et ils ont grosso modo 2 réactions. La première, c'est fantastique, formidable, enfin, voilà un chef d'État et voilà les chefs d'État des pays les plus industrialisés qui vont s'intéresser à ce secteur qui fait partie de leur vie quotidienne et qui est extrêmement important. Et puis vous avez une deuxième réaction qui dit « Ouh là là, ah c'est pas possible, ils vont pas se mêler de ça tout de même. » Et qu'est-ce qu'ils risquent de faire en touchant à ça? Quelle est la réaction que vous avez face à ces 2 réactions des internautes? Vous savez, les internautes, quand ils se méfient, quand ils ont peur, ils ressemblent à tous les citoyens qui, par définition, devant toute initiative, expriment une réticence. L'un des premiers problèmes de nos sociétés démocratiques, c'est le manque de confiance. Mais si je devais, en tant que chef d'État, ne prendre des initiatives que quand les gens sont contents, que quand les gens sont confiants, franchement, je peux rester couché toute la journée, quel que soit le domaine. Et spécialement avec ce nouveau monde qui est Internet, je pensais qu'il fallait vaincre ce mur artificiel de la méfiance. Il ne peut pas y avoir d'un côté la société virtuelle, de l'autre la société réelle, mais ce sont les mêmes acteurs.
qui, à des moments différents de leur vie, s'expriment sur la toile ou dans la vie réelle. Et je me suis dit, on a des choses à discuter entre nous. Au moment où votre évolution arrive à maturité, quels sont les dispositifs dont vous avez besoin pour être encouragé? Quelle fiscalité? Quelles règles minimum êtes-vous prêt à accepter ou à refuser? La question, moi, qui me passionne, celle de la liberté de création. Vous êtes des créateurs. Comment on la rémunère? La question de la propriété intellectuelle. Comment on fait? La question des monopoles. Comment on la règle? Donc, cher Maurice Lévy, si les chefs d'État restent dans leur club à discuter entre eux, ayant comme expérience de l'Internet, en général l'expérience de la campagne électorale, là, vous êtes en risque maximum. Si on se rapproche, si on vous écoute, si on essaye de comprendre, comme j'ai essayé de le faire en France, de me rapprocher de ce monde que je connaissais si mal, et en tout cas de l'extérieur, tout d'un coup, je vois des entrepreneurs qui ressemblent à d'autres entrepreneurs. Je vois des femmes et des hommes qui sont des créateurs, qui ne sont pas des hors-la-loi, qui créent de la croissance et qui ont envie de vivre dans un monde avec des valeurs qui sont des valeurs universelles. Pourquoi se méfier? Quel risque prenons-nous? Vous croyez que chacun perdra son identité parce qu'il est venu s'exprimer avec des chefs d'État et de gouvernement? Au contraire, toute révolution, à la première étape de sa maturité, a besoin, comme la personne qui creuse un tunnel, de l'étayer, de la consolider, de l'installer pour préparer la seconde étape. Donc, au-delà des soucis d'image, je pensais qu'il n'y avait aucun risque à prendre cette initiative. Ça n'a pas été si simple d'obtenir que les chefs d'État et de gouvernement dégagent du temps pour parler d'Internet, alors que nous avons le Japon et la crise nucléaire sans précédent, que nous avons les révolutions arabes, que nous avons les crises financières, que nous avons la croissance mondiale à conforter, que nous avons tant de sujets à évoquer. Et pourtant, je pensais que c'était une reconnaissance pour vous de votre importance et de votre influence, et qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on fait appel à la responsabilité de ses partenaires. Donc en vérité, je n'ai pas beaucoup été impressionné par les réactions de méfiance. Ça m'a au contraire incité à confirmer l'organisation de ce IG8. On vous reconnaît bien là. S'il y avait eu un consensus mou, vous auriez renoncé. On va peut-être passer à la première question. Non, attendez. OK. Où est la première question? Voilà. Bonjour, Jonathan Benamou, Monsieur le Président. Le numérique apparaît jour après jour comme une force qui reconfigure la manière dont les États, dont s'organisent les économies modernes. Comment pensez-vous que les États puissent accompagner ce processus concrètement afin que le numérique devienne un accélérateur de croissance? Merci. Bon, ce n'est pas une question facile parce que, d'abord, pour vous dire la vérité, on a essayé de ne pas être dépassé. On a essayé de comprendre ce qui se passait. L'étendue colossale des changements dans le rapport avec le consommateur et dans le rapport avec le citoyen. Alors, il y a deux choses qui sont assez faciles à faire, enfin assez faciles, classiques en tout cas. L'investissement dans les infrastructures du numérique. Pour la France, nous avons décidé de mettre 4,5 milliards d'euros, parce que sans ces infrastructures, quelle que soit l'ingéniosité qui est la vôtre, il n'y a pas de contact possible entre des millions d'internautes et vous. Deuxième élément, nous avons décidé de renforcer considérablement notre système de formation. Et ça me permet de vous dire que, pour la première fois dans notre histoire, nos universités sont maintenant autonomes.
Infrastructure et formation, nous investissons sans compter dans ces deux domaines. Mais ça va beaucoup plus loin parce que l'arrivée du numérique nous impose de nouveaux comportements. Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui de la transparence. Ça fait longtemps que je pense que dans la gestion des États, il n'y a plus de secret, tout se sait. Mais avec Internet, tout se sait immédiatement. Et ça change pour nous de façon considérable la gestion de nos États et de nos gouvernements. Je veux dire par là que notre réactivité a dû s'accélérer de manière colossale. Parce que toute décision est immédiatement mondiale, toute polémique est immédiatement mondiale, tout engagement économique a des conséquences dans tous les pays. Je suis persuadé qu'un chef d'État qui était chef d'État il y a 10 ans et qui redeviendrait chef d'État aujourd'hui ne reconnaîtrait pas le pupitre pour diriger un État. Enfin, et c'est tout le but de nos rencontres, nous essayons de profiter du potentiel de croissance exponentielle que vous représentez. Au fond, on essaye de ne prendre aucune mesure qui pourrait tarir cette croissance et de s'inspirer des dispositifs qui ont permis cette croissance. On n'est pas encore au bout, hein, mais, et je crois pour tous mes collègues chefs d'État et de gouvernement, c'est la même chose. On est en écoute, on est en alerte, on hésite sur des décisions à prendre. Par exemple, en France, nous avons décidé la création d'un Conseil national du numérique. Je me suis engagé avec les principaux acteurs du net en France à ce que le gouvernement ne prenne aucune décision sans solliciter leur avis. Alors on peut être en désaccord, mais au préalable, ils donneront leur avis. Et en échange, eux se sont engagés à jouer le jeu du dialogue et de la responsabilité. Donc je suis incapable de répondre définitivement à votre question. Peut-être dans un an, je pourrai répondre de façon plus précise encore. Là, vraiment, on est dans le domaine de la découverte réciproque. On voit ces deux mondes, on essaye de les faire converger, sans perdre votre jeunesse, sans perdre votre exponentialité, sans perdre votre dynamisme, et en même temps, vous faisant comprendre que vous ne pouvez pas vous exonérer, comment dire, je sais que le mot n'est pas populaire chez vous, de valeurs minimum ou de règles minimum. Voilà, c'est ça le point de rencontre et le point d'équilibre qu'on va essayer de trouver. C'est vraiment garder tout ce que vous nous apportez, tout ce que vous apportez, et en même temps comprendre qu'il y a un socle minimum de valeurs, de règles qui ne doivent pas empêcher votre développement, mais qui permettront que nous continuions ensemble vers des taux de croissance bien supérieurs. Bonjour, Jean-François Julliard de Reporters sans frontières. Bonjour Monsieur le Président. Vous l'avez dit vous-même, tout le monde a constaté l'importance d'Internet dans les révolutions arabes. Ça a commencé en Tunisie. Or, beaucoup de blogueurs ne se sont pas sentis aussi soutenus qu'ils l'espéraient par la France. Aujourd'hui, des dizaines de blogueurs sont en prison en Syrie, au Bahreïn, en Libye, au Yémen. Que fait la France pour eux? Que pourra faire la France demain pour ces cyberdissidents? Et est-ce que vous pensez que demain, la défense d'un Internet libre pourra être une arme de la diplomatie des pays démocratiques? Merci de me poser cette question. J'ai juste un point de désaccord. Je ne pense pas que ça a commencé avec la Tunisie. N'oublions pas les internautes iraniens qui ont payé. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché. Comprenez-moi, ce n'est pas parce que la révolution par l'Internet en Iran n'a malheureusement pas abouti au départ de M. Ahmadinejad. Mais c'est eux qui ont commencé. Le rôle de l'Internet en Iran a été considérable. Et je souhaite qu'un jour,
Les Iraniens ont le droit, eux aussi, à vivre librement. Deuxièmement, l'Internet libre. Bien maintenant, c'est clair, c'est un critère pour savoir si on est face à une démocratie ou à une dictature. De ce point de vue, c'est le signe avancé de la dictature ou le signe avancé de la démocratie. Internet est libre ou Internet ne l'est pas. C'est la ligne de partage. Et tous ceux qui ont voulu enfermer l'Internet de leur pays se sont rangés dans le camp des dictateurs. Vous dites qu'on n'en a pas fait assez, c'est votre droit de le penser. Moi, je vais vous parler très franchement. La révolution de Jasmin, la révolution tunisienne, on a été surpris quand elle est arrivée. Je le reconnais bien volontiers. J'ai du mal à savoir d'ailleurs dans le monde qui n'a pas été surpris. Je n'en tire pas prétexte pour m'en exonérer. Mais nous en avons tiré un certain nombre de conclusions. Et nous avons changé la politique de la France en la matière. Jusqu'à présent, disons les choses comme elles sont, gauche ou droite. Toute la politique étrangère était organisée autour d'un mot, le mot stabilité. Et au nom de la stabilité, on préférait 2 Allemagnes au lieu qu'une. Au nom de la stabilité, 80 millions d'Européens se sont trouvés derrière le mur de Berlin. Et au nom de la stabilité, on a toléré des dictatures. Bien, les choses ont changé parce que les peuples arabes se sont pris en main. Et ça a beaucoup compté, voyez-vous, dans la décision que j'ai prise d'intervenir en Côte d'Ivoire pour que la volonté des Ivoiriens démocratique triomphe, d'intervenir en Libye. Parce que si nous n'étions pas intervenus en Libye, mais Benghazi se trouvait massacré par un tyran. La situation en Syrie est inacceptable et donc désormais l'Internet est devenu l'échelle de crédibilité d'une démocratie ou l'échelle de honte d'une dictature. Nous sommes qu'au début d'un phénomène, mais ça ne se fera que croître et embellir. Et je pense que des dictateurs qui voudront museler un peuple, maintenant avec Internet, ils ne pourront plus le faire dans le silence de la communauté internationale. Les choses ont changé de façon beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. Et croyez bien que j'en suis conscient, et ça a beaucoup compté dans notre décision d'intervenir en Libye, qui n'était pas une décision très facile. Mademoiselle, donnez le micro à la demoiselle qui est là, et après, monsieur. Ok. Monsieur le Président, bonjour. Esther Delbourg de l'École d'économie de Paris. J'aurais aimé avoir votre avis sur le sens de l'inscription de la question Internet spécifiquement au G8. En quoi le G8 est-il une instance appropriée pour débattre de l'avenir d'Internet? Merci. C'est tout simple parce que je ne crois pas à des règles minimum de dimension nationale. Il y aurait quand même une contradiction, mademoiselle extraordinaire, de dire qu'Internet abolit les frontières, qu'Internet abolit les territoires, qu'Internet élargit l'espace et continuer à faire comme si les législations, les règles, les valeurs n'étaient que nationales. Et je me suis dit, au fond, Internet est très puissant dans les économies les plus puissantes. Qu'est-ce que le G8? Ce sont, mis à part la Chine, les plus grandes économies du monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'harmoniser nos positions entre Internet et nous, dans une dimension internationale et pas simplement dans une dimension nationale? Que veut dire une réglementation nationale ou une discussion nationale sur un Internet qui n'a pas de frontières? Ça n'a pas de sens. Et j'espère
commencer par le G8, un jour aller au G20, et enfin aboutir à l'Assemblée générale des Nations unies. Car c'est un phénomène mondial. Donc, valeur mondiale, socle de règles au niveau mondial. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi j'ai souhaité le G8. Et puis, je trouvais que pour nous, chefs d'État et de gouvernement, ça nous faisait du bien d'être confrontés à votre monde. Ça peut rajeunir certains qui en auraient besoin. Ça met un peu de piment et ça change. Je pense que les chefs d'État et de gouvernement, voyez-vous, doivent parler à l'avenir, pas simplement au passé. Nous sommes porteurs de l'histoire de nos pays. Nos pays ne sont pas des pages blanches. Et que nous le voulions ou non, nous nous inscrivons dans un processus historique. Mais on parle très souvent du passé. On parle souvent du présent. Mais pas assez de l'avenir. Et vous êtes l'avenir. Et j'ai voulu qu'il y ait cette rencontre entre l'avenir et les chefs d'État du présent. Alors, il y a certains qui m'ont dit, ils vont croire que tu veux les contrôler. Est-ce que vous imaginez que je pense que c'est possible? Ça n'a pas de sens. Et en même temps, je pense que pour vous, c'est important d'être entendu, d'être écouté. Parce que dans beaucoup de ceux que j'ai rencontrés, il y a la crainte que par maladresse ou par méconnaissance, on prenne des décisions qui compliquent, voire qui puissent tuer le travail de vos entreprises. Donc il y avait cette dimension mondiale et puis c'est cette envie d'échanger, de se conforter, de voir si on pouvait avoir un langage commun. Et je crois que c'était vraiment utile. D'ailleurs, votre présence nombreuse en témoigne, mais l'intérêt de mes collègues, ils m'ont tous dit, mais alors comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, on verra bien. Il ne faut pas que tout soit joué d'avance. Il faut laisser un peu de vie aussi. Après, yes, go ahead. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Jeff Jarvis from City University of New York. I was glad to hear you say that. J'étais heureux de voir reconnaître que le gouvernement ne possède pas l'Internet, qu'il ne peut pas revendiquer la souveraineté sur l'Internet. Les États-Unis appellent officiellement l'Internet le 8e continent. C'est un nouveau territoire. Et ce qui fait toute la liberté de l'Internet, c'est bien sa structure libre et ouverte. Alors j'ai une petite demande à formuler, tandis que nous ouvrons ce forum de le G8. Je crois que nous comprenons tous les principes de l'Internet, mais je voudrais que les gouvernements fassent une sorte de serment d'Hippocrate pour l'Internet et s'engagent tout d'abord à ne pas lui nuire. Répondre à cette question. Ne pas vous nuire. Mais bien sûr. Pourquoi voudriez-vous qu'on vous nuise? Vous êtes un potentiel de croissance, de connaissance extraordinaire. J'aime votre expression, le 8e continent. Mais qu'est-ce que vous entendez nuire, par nuire? Vraiment, je veillerai à ça. Mais est-ce que évoquer la question de la sécurité face au terrorisme, c'est vous nuire? Est-ce que vous dire, vous êtes des créateurs, ce que vous avez créé doit être respecté, mais respectez aussi les autres créateurs, est-ce que c'est vous nuire? Dire vous avez voulu que ce 8e continent soit le continent de la liberté et de l'ouverture. Attention à ne pas susciter de nouveaux monopoles. Est-ce que c'est vous nuire? Dire il y a des valeurs universelles sacrées,
Par exemple, la protection d'un enfant face aux turpitudes de certains adultes. Est-ce que parler de ça, c'est vous nuire? Moi, je ne crois pas. Je crois que ce qui saurait vous nuire, c'est de ne pas reconnaître en vous les gens responsables, compétents, intelligents, citoyens. Citoyens du monde, mais citoyens responsables. Ce qui saurait vous nuire, c'est refuser même d'évoquer le problème de peur que vous ne le compreniez pas. Moi, je pense que vous, qui avez si bien compris l'avenir, vous êtes capable de comprendre ça. Donc, si vous voulez que je fasse le serment de ne pas vous nuire, pas de problème. Je peux même vous dire que vous êtes sympathique, que je préfère le soleil à la pluie, que je préfère les entreprises qui gagnent de l'argent à celles qui en perdent, qu'il fait bon vivre ici, mais demandez-moi des engagements plus forts. Ce que je peux vous dire, c'est que, et je suis persuadé que pour mes collègues chefs d'État et de gouvernement, c'est la même chose, on a parfaitement conscience de la puissance que représente Internet et en même temps de la fragilité de cet écosystème et qu'il ne faut pas prendre des mesures qui compliqueraient le développement de ce système. Ça, oui. Ça, je suis. Et je pense qu'avec les meilleures intentions, on pourrait faire ça. Donc, il faut faire attention. Je pense que dans ce marché que vous créez, qui n'est pas encore stabilisé, il faut vraiment faire attention avant de prendre des décisions. Je pense que le terme de réglementation définitive est totalement inadapté à votre secteur, qu'on doit évoluer avec beaucoup de pragmatisme, d'expérience, qu'on doit choisir plutôt de ne rien faire que de faire mal dans un secteur aussi en croissance et donc instable. Voilà le serment que je serais prêt à prendre. Mais d'ailleurs, vous, en venant, c'est quand même plutôt un bon signe. Parce que si vous pensiez que ça n'avait pas d'intérêt, vous ne seriez pas venu. Je crois vraiment que c'est très très important qu'on continue à dialoguer et à se respecter. Et croyez bien que ce qu'on a envie, nous, les chefs d'État et de gouvernement, c'est de ne pas faire d'erreur. Dans ce monde qui est le vôtre, en construction, extrêmement sensible, extrêmement fragile, extrêmement puissant en même temps, de façon à ne pas le déstabiliser. Voilà. On change de secteur, oui. Bonjour, Tariq Krim, entrepreneur. Bonjour, Monsieur le Président. Selon vous, comment l'Internet peut changer le travail du gouvernement et des administrations? Vous savez, aujourd'hui, moi en tant que chef d'État, mon équipe passe plus de temps à savoir ce qui se dit sur le web qu'à savoir ce qui se dit dans la presse. C'est un changement considérable. Jusqu'à présent, la première fois où j'ai été ministre, on attendait, on dit en France, la sortie d'un grand journal du soir pour savoir ce qui se disait. Maintenant, le grand journal du soir, c'est le vôtre. Il est à chaque seconde. Il est à 3 heures du matin. Il est jour et nuit. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de week-end. Il n'y a même plus de 1er mai en France où il n'y a pas de presse, mais il y a toujours Internet. Ça a complètement changé les choses. Et par ailleurs, et c'est une bonne évolution, ça conduit à ce que chaque pays fasse moins de nombrilisme, moins de narcissisme national, parce que les informations sont partagées au niveau mondial. Donc pour nous, c'est un changement absolument considérable, mais qui n'est pas arrivé à son terme. Pour vous dire, on essaie de comprendre, on essaie de s'adapter, on essaie d'avoir le moins de retard possible. Je crois que face à cela, il faut beaucoup d'humilité et que les évolutions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Amadou Martarba, je suis le président du groupe All Africa Global Media
pour l'Afrique et l'African Media Initiative en Afrique. Monsieur le Président, comme chaque année, cette année, vous allez encore recevoir un contingent de chefs d'État d'Afrique au sommet de G8 depuis 2000, c'est comme ça. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons compter sur vous pour non seulement leur expliquer que Internet est un accélérateur de croissance, mais aussi un formidable outil de développement et d'enracinement de la gouvernance démocratique, et que par conséquent, ce n'est pas un secteur qui représente les ennemis. On peut le voir, dans beaucoup de pays, on n'investit pas dans l'infrastructure qui va développer ce secteur, et très souvent, en fait, on reprend ce que le monsieur a dit, they do harm. Ils bloquent le développement de ce secteur. Est-ce que, Monsieur le Président, nous pouvons compter sur vous pour faire passer ce message, s'il vous plaît? Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous savez, le continent africain aura 2 milliards d'habitants dans 30 ou 40 ans. Sur les 2 milliards d'habitants, il y en a plus de 70% qui auront moins de 20 ans. L'Afrique, c'est la jeunesse du monde. Qui serait assez fou pour penser que les jeunes Africains ne seraient pas les premiers à vouloir développer Internet? Donc vous pouvez compter sur nous, je leur dirai, ils le savent d'ailleurs, de la même façon, je vais vous dire une chose. Qu'en Afrique comme ailleurs, les vieux réflexes, c'est fini. C'est fini. Personne ne peut contrôler ou arrêter Internet. Alors il restera peut-être la Corée du Nord pendant encore quelque temps, avec un insensé qui transforme son pays en Moyen-Âge. Mais l'Afrique, c'est 12 kilomètres de l'Europe par le détroit de Gibraltar. L'Internet va s'y répandre comme une traînée de poudre. Et avec l'Internet, l'aspiration à la croissance, l'aspiration à la connaissance, l'aspiration à la démocratie. Ceux qui voudront empêcher cela seront balayés. C'est ma conviction absolue. J'ajoute que pour le développement de l'Afrique, et notamment pour tous ces enfants qui ont besoin de formation, le vecteur de diffusion de la connaissance pour les enseignants africains que représente le net est absolument colossal. Donc ne doutez pas une minute de la puissance de la révolution qui est en marche. Enfin, mesdames et messieurs, avant de vous quitter, je voudrais vous dire combien je suis sensible au fait que vous ayez accepté cette rencontre. Ce n'était pas facile pour nous de nous ouvrir, mais je suppose que ce n'était pas facile pour vous d'accepter cette invitation et de jouer cette carte. On essaiera de faire en sorte que personne ne soit déçu. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci beaucoup.